France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière. Un jour dans le monde, un jour en Allemagne ce soir. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem ersten direkten Schlagabtausch zwischen Olaf Scholz und dem Oppositionsführer, dem CDU-Chef Friedrich Merz. En plein débat électoral, la première puissance européenne se retrouve à voter juste après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le scénario n'était pas prévu comme ça, mais la coalition d'Olaf Scholz a volé en éclats à l'automne sur les questions budgétaires et économiques. Crise politique donc, élection anticipée sur fond de montée de l'extrême droite, on se croirait en France, mais c'est bien de l'autre côté du Rhin que nous sommes. Près de 60 millions d'Allemands se rendront aux urnes dimanche. C'est un scrutin proportionnel à un tour pour désigner leurs 630 représentants à la Chambre basse. La CDU, les démocrates chrétiens de Friedrich Merz, sont donnés favoris à 30% dans les sondages. L'extrême droite, l'AfD, à 20% n'a jamais été aussi haut. Les socialistes du SPD de Scholz sont troisième à 16%, suivis des Verts à 13%. Bonsoir Inge Gressle. Bonsoir à Paris. Vous êtes députée chrétienne démocrate, donc de la CDU, on le disait, en tête des sondages, en direct depuis votre circonscription dans le Bade-Württemberg, près de Stuttgart. C'est pour situer dans le sud-ouest de l'Allemagne. On est à 4 jours du vote. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette campagne ? Alors, les électeurs sont complètement désorientés. Alors 25 à 30% ne savent pas quoi voter. Alors on discute jour et nuit et ça change rien. Les gens ont peur et ont visiblement peur. Ils ont peur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur de l'avenir. Ils croient pas que le scrutin va changer quelque chose dans leur vie quotidienne. Ils croient pas que le scrutin va changer quelque chose dans le sort de l'Allemagne. C'est ce qui me préoccupe vraiment. C'est une ambiance que je n'ai jamais vécue en 25 ans. Ils ne croient pas en vous, leurs représentants politiques, en fait ? Ils sont prêts à faire une exception d'ici et là, mais en fait, les indécis ne croient pas que leur vote change quelque chose. C'est-à-dire là, on sent la polarisation, on sent aussi le manque d'idées du gouvernement, des partis du gouvernement, on sent aussi que les gens ne croient plus en politique. Et c'est un mélange vraiment, à mon avis, très dangereux. Et puis, il y a aussi Munich qui aura marqué les esprits à 2 titres pour la conférence qui s'y est tenue il y a quelques jours et dans laquelle le vice-président américain a été cinglant avec l'Europe, on va y venir, et pour l'attentat du 13 février qui a fait 2 morts et 34 blessés, 5e acte terroriste en 7 mois, commis par un Afghan. L'immigration aura été finalement au cœur de cette campagne. Oui, absolument, ça on n'a jamais eu ce genre de questions, mais s'ajoute, comme vous dites, l'ambiance depuis Munich, l'ambiance avec le nouveau gouvernement aux États-Unis. Les gens sont d'avis qu'avec l'immigration, il faut changer quelque chose, mais ça fait augmenter la polarisation parce qu'il y a des gens, les partis du gouvernement actuel disent qu'on peut pas changer, on peut rien faire. Là, on a voulu aussi faire un scrutin pour voter sur la question de l'immigration. Et c'est une question, on est toujours en danger d'être un peu trop proche à l'AfD, à l'extrême droite. Et oui, je crois que c'est ça la preuve que notre stratégie a marché. Mais c'est la question que j'allais vous poser sur l'immigration. On sent que l'opinion publique s'inquiète. On est loin des années Merkel et du fameux Wir schaffen das, c'est-à-dire nous allons y arriver. L'Allemagne avait accueilli 1 million de réfugiés, c'était il y a 10 ans. Et 10 ans après, Friedrich Merz, votre chef de file donc de la CDU, probable futur chancelier si on en croit les sondages, a pris ses distances. Il a brisé aussi un tabou. Les partis traditionnels se sont toujours interdits toute coopération avec l'extrême droite, mais en janvier, Friedrich Merz a fait adopter une résolution sur le droit d'asile avec les voix de l'AfD. Vous l'avez vous-même voté d'ailleurs, Inge Gressle. Pourquoi l'avez-vous voté ? On est dans une situation extraordinaire qu'on n'a pas eu depuis 20 ans, une situation où personne n'a la majorité dans la Chambre. Comme il n'y a pas de majorité, nous, on a voulu montrer à nos électeurs et aux électeurs d'extrême droite quel est notre plan sur l'immigration. Et c'est ce qu'on a fait voter. Il n'y avait pas de coopération, il n'y aura pas de coopération. Mais est-ce que vous êtes en train de reprendre les idées de l'extrême droite à votre compte ?
Non, pas du tout. Nous, on a fait voter sur un projet de loi qui a déjà été en force jusqu'à 2023, que le gouvernement actuel n'a plus voulu. On a fait voter que ce qui a déjà été en force en Allemagne à l'époque. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment compris que les socialistes n'ont pas voté avec nous. Personne n'a la majorité. En tout cas, ça a jeté pardon Inge Gressle, mais ça a jeté des dizaines de milliers de personnes dans la rue, et même Angela Merkel a lâché votre candidat. Elle a publié un communiqué assez saignant. Je dois vous dire que ça a clarifié l'affaire, ça a fait reprendre notre campagne et ça a aussi aidé nos électeurs à se décider. Alors nos électeurs sont décidés. Moi, je fais autour de 35% dans ma circonscription. Sans ça, on aurait perdu encore plus d'électeurs à l'extrême droite. C'est pour ça que ça a été bien calculé. Moi, personnellement, je l'aurais pas fait, mais après, la stratégie a vraiment été fructive pour faire aller voter nos électeurs. C'était un pari, mais ça a payé. Nous sommes aussi en ligne, Inge Gressle, avec Sébastien Baer. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Correspondant de France Inter à Berlin, vous suivez cette campagne. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Inge Gressle ? Oui, parce que moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est de voir à quel point, dans la dernière ligne droite, en tout cas, la campagne électorale est devenue presque monothématique, avec ce sujet de l'immigration qui domine depuis, en tout cas, la série d'agressions, d'attaques meurtrières que vous évoquiez. Et la conséquence, c'est que ça éclipse les autres thèmes qui sont pourtant des préoccupations majeures pour les Allemands. Alors l'économie, oui, il en est quand même question, mais on parle très peu, par exemple, dans la campagne, dans le débat public, en tout cas, des problèmes d'infrastructure. Il faut pourtant moderniser d'urgence, par exemple, 4000 ponts après des années, des décennies de sous-investissement. Il y a aussi la bureaucratie qui est jugée trop lourde. Pourtant, il n'y a presque pas un reportage où on ne m'a pas parlé de ce thème de la bureaucratie. Le logement, le gouvernement en avait promis 400 000 chaque année. Il en est sorti péniblement de terre, 210 000 seulement l'année dernière. Je pourrais citer aussi les écoles qu'il faut rénover, les retraites pour lesquelles il faut trouver un financement. Tout ça, on n'en parle pas plus que de politique climatique qui était pourtant omniprésente dans la campagne en 2021. C'était même le sujet de discussion de campagne numéro 1. Alors, il y a un dernier duel télévisé ce soir entre Olaf Scholz, le chancelier, et Friedrich Merz, le candidat conservateur. On va voir ce qu'il en ressort. On va voir s'il est uniquement question d'immigration, de politique étrangère avec la guerre en Ukraine, ou bien si les autres sujets ont droit de citer. Inge Gressle, je reviens vers vous. On le disait, la principale préoccupation des Allemands, c'est l'économie quand même. L'économie en panne, à l'image du secteur automobile, très présent d'ailleurs dans votre région. Votre pays est en récession pour la deuxième année de suite. C'est du jamais vu depuis 20 ans, sans compter que le protectionnisme de Donald Trump va durement toucher les exportations allemandes. Que comptez-vous faire ? Vous avez raison de décrire ce que vous décrivez. Je suis ébahi moi-même que l'économie ne joue pas un rôle plus grand. Mais les effets de ce que vous décrivez ne se sont pas encore. Le chômage n'est pas élevé. On est encore en manque de main-d'œuvre. Tout ça fait que les gens pensent que ce sujet de l'économie n'est pas vraiment un sujet pour cette campagne. Nous avons un programme très détaillé, avoir les taxes, la sécurité sociale, réduire la bureaucratie. On a un grand programme, mais le problème, c'est comme d'habitude, dans quelle coalition va-t-on le réaliser ? Bien sûr que ce sont soit les socialistes ou soit les Verts. Pour le moment, si les Verts sortent avec 13%, ça ne suffit plus avec les Verts, donc nous restent les socialistes en ce moment, mais le plus de partis entre au Parlement, le moins probable, c'est qu'on aura une coalition K2. Et si on a une coalition à 3, on aura aussi un peu le chaos que le gouvernement sortant a connu. Sébastien, c'est la plus grande souci en ce moment. Oui, c'est ça. Vous avez peur du chaos politique, on l'entend. Sébastien Baer, la crise automobile, parce que vous avez fait plusieurs reportages pour Radio France là-dessus, c'est un choc psychologique pour les Allemands ?
Oui, c'est en tout cas un modèle économique qui est complètement remis en question, puisque le modèle allemand, il repose sur le commerce international en grande partie. Pour vous donner une idée, les exportations ont représenté l'année dernière plus de la moitié du PIB allemand. Alors c'est pas le seul secteur économique en difficulté. On pourrait citer aussi la sidérurgie, la chimie, les fabricants de machines-outils, mais c'est véritablement le fleuron de l'industrie ici en Allemagne. Et donc c'est emblématique de cette crise. 780 000 personnes travaillent dans le secteur automobile. Alors il y a bien sûr les grands constructeurs, Volkswagen, Mercedes, BMW, mais il y a aussi des milliers de sous-traitants qui font vivre parfois des villes ou même des régions entières. Ils sont en difficulté à cause de la baisse de la demande mondiale, à cause de la flambée des prix de l'énergie, la concurrence chinoise, et puis aussi la difficile, très difficile même, transition vers le marché de la voiture électrique. Les ventes de véhicules électriques ont baissé en Allemagne de 27% l'année dernière. Et dans certaines régions, eh bien, il y a des licenciements ou bien des délocalisations vers les pays où le coût du travail est moins élevé. Continental, 3000 suppressions d'emplois, pareil chez Bosch, chez ZF, chez Schaeffler, qui sont de grands fabricants de pièces automobiles. Et puis maintenant, tous ces constructeurs, tous ces sous-traitants, ils regardent vers les États-Unis et ils s'inquiètent des droits de douane que Donald Trump a promis. Les États-Unis sont en train de changer la donne, Inge Gressle, y compris sur le règlement de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça vous inquiète beaucoup en Allemagne, et que compte faire Friedrich Merz, qui passe pour plus atlantiste qu'européen ? Tout à fait. Je crois que Friedrich Merz est la bonne personne pour régler toutes ces questions. Mais c'est clair qu'avec un gouvernement américain qui agit comme il agit, ça va être très difficile, et tout le monde le savait déjà. Ça va être très difficile de coopérer, et ils prennent pas des égards par rapport à leurs partenaires et leurs alliés très étroites. Et c'est un point qui donne beaucoup à penser aux Allemands, à moi aussi. À mon avis, nous, on va négocier, on va arriver à trouver un chemin. Mais la grande question de l'Ukraine, c'est que si ça continue comme ça, il faut compter avec des milliers de réfugiés supplémentaires de l'Ukraine. Alors la guerre ne s'arrêtera pas. Chez eux, voilà. La guerre ne s'arrêtera pas, selon vous. Ça. Merci infiniment, Inge Gressle. On a bien entendu toutes vos inquiétudes. On est à 4 jours de ce scrutin législatif en Allemagne. Merci. Je rappelle que vous êtes député de CDU du Bade-Württemberg. Merci d'avoir participé à Un jour dans le monde. Et merci aussi à notre correspondant à Berlin, Sébastien Baer. À suivre, une visite touristique d'Édimbourg, en Écosse, guidée par d'anciens sans-abri. C'est le reportage d'Un jour dans le monde. Et pour aller jusqu'à 19h, le trio de ce mercredi, sous les radars, Kevin Dufresne. En Équateur, le chiffre choc de l'argent géré par les gangs. Le Monde à 18h50, c'est avec vous Frédéric Saïs, bonsoir. Bonsoir, discussion sur l'avenir de l'Ukraine, les Américains d'un côté, les Européens de l'autre, mais au fait, que devient l'OTAN qui est censé les réunir? Le cinéma en VO comme tous les mercredis, bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir, je vous donne 3 noms, William Burroughs, Daniel Craig et Luca Guadagnino, ça donne un film queer, ambiance, sex, drogue et rock'n'roll. Une chose fragile cette fois, on fait étape en Angleterre avec la voix de Robert Smith qui chante l'amour. The Fragile Thing, extrait de l'album sorti en novembre dernier après 16 ans d'attente. The Cure, bien sûr, est dans la playlist de France Inter. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight of a broken heart. The loneliness is changing, we've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. This time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, its loneliness is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing.
it feels so wrong. You promise me forever, and you say it won't be long. But it's too late now for me to just forget. I never thought I'd lead to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you leave me is a lie. You make believe you need me, but you try too hard and it feels so wrong. You promise me forever, and you say it won't be long. But there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. This song is a fragile thing. Nothing you can do now but say Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène à Édimbourg. Son château, son architecture, sa vieille ville, ses docks. La capitale de l'Écosse est le deuxième centre financier de Grande-Bretagne, mais elle est aussi un énorme pôle d'attractions touristiques. Il y a donc des tours pour certains thématiques sur l'histoire, les fantômes, sur Harry Potter. Et oui, les premiers livres ont été écrits là-bas. Et pour ceux qui veulent découvrir une autre face d'Édimbourg, il y a les tours guidées par d'anciens sans-abri. Le reste, c'est Thomas Arms qui le raconte. Jason est un des nombreux guides que l'on trouve à Édimbourg, reconnaissable à son bonnet bleu sur la tête. On le retrouve au Grass Market dans la vieille ville. Jason s'intéresse aux crimes et châtiments du passé et il en a fait un tour. Si nous nous trouvons ici, c'est pour cette dame, Maggie Dixon. Il commence sa visite avec l'histoire de Maggie, la demi-pendue. C'est une expérience vraiment différente pour moi. Oui, j'aime faire ça. On me l'a toujours dit quand j'étais plus jeune. Quand des copains venaient en ville, je leur faisais visiter la ville. Ils me disaient déjà que je ferais un bon guide. Ça me fait beaucoup de bien. J'aime rencontrer les touristes et ils aiment mes histoires. Jason a vécu en marge pendant 24 ans sous la dépendance de la méthadone, un opioïde généralement donné en substitution de l'héroïne. D'abord prescrit par un médecin pour des douleurs aiguës au dos, après une chute, il était apprenti couvreur. J'ai été sans domicile fixe il y a une vingtaine d'années. J'ai eu de l'aide à l'époque pour retrouver un logement. Mais pendant des années, on me prescrivait de la méthadone. J'ai perdu l'envie de tout. J'ai vécu dans les brouillards de la méthadone pendant des années. Jason fréquentait le Café Saints, un des projets sociaux et de réinsertion que l'on trouve à Édimbourg. Là-bas, il a entendu parler de Invisible Cities. Zakia Moulaoui-Guéry est la fondatrice et présidente de cette organisation. Française arrivée il y a 17 ans dans la capitale écossaise, sa participation à l'organisation de la Coupe du Monde des sans-abri pendant 5 ans lui a donné l'envie de continuer d'aider à réinsérer les sans-domicile fixe. En France, on avait un magazine avant qui s'appelait Macadam, qui est vendu par des gens qui sont en précarité. Et c'est un peu ce modèle-là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire travailler les gens, de leur donner cette opportunité de faire des sous, de faire des formations, etc. et d'aller au-delà de ça. Et c'est en ayant le même exemple en Grèce, où le magazine s'appelle Chedia. Eux, en fait, étaient en train de penser à l'idée de faire des tours. Et je me suis dit, c'est ça, en fait, qu'il nous faut en Écosse. Et ça, c'était il y a 8 ans. D'abord, son idée attire les adeptes du tourisme solidaire. Mais désormais, les clients sont autant des comités d'entreprise, des associations d'étudiants, que des bus de touristes venus des États-Unis. C'est un mix, je dis toujours, de 3 choses. De l'histoire, parce que ça reste une introduction à la ville, etc. Du social aussi. On montre des endroits, des cafés dans lesquels qui peuvent être solidaires. On montre les structures qui aident les gens, etc. Et des histoires personnelles. C'est aussi une réflexion du guide qui a créé ce tour-là. L'idée, c'est de vraiment avoir un tour qui est unique à la personne qui vous le fait, pour qu'elle puisse avoir confiance et dire c'est mon tour. Et ça, c'est clé pour les gens avec qui on travaille, c'est d'avoir ce sentiment de fierté. On n'est pas là pour leur dire « si, il faut que tu nous racontes toute ta vie ». Absolument pas. Une fois rencontrés, une partie des gens formés restent guides à temps partiel avec Invisible Cities. D'autres sont aidés pour trouver un emploi à temps plein. Et certains sont même recrutés pour devenir guides pour de grands tours opérateurs. Récemment, on avait un tour sur la communauté LGBT à Édimbourg parce que c'était l'histoire de ce guide avec lequel on travaillait. Et il a maintenant un job à temps plein dans une autre organisation qui soutient aussi des personnes en précarité. Donc on a fait la boucle est bouclée, mais on a perdu le tour qui marchait super.
et qui était vraiment une bonne réflexion sur soit des personnages trans ou dans la ville et de choses dont on ne parle pas forcément dans d'autres tours historiques. Et moi je le dis toujours avec beaucoup de positif. Volez nos guides, prenez nos guides et employez-les chez vous, il n'y a pas de problème, c'est le but. Les tours d'Invisible Cities sont désormais présents dans 6 villes britanniques et ils sont mentionnés dans les guides touristiques comme le Routard ou le Lonely Planet et sur les plateformes hôtelières en ligne. Un projet qui, pourquoi pas, pourrait se développer dans d'autres villes européennes. Le reportage d'un jour dans le monde signé Thomas Arms, notre correspondant en Écosse. L'actualité passée sous les radars avec Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord au Soudan où la guerre s'intensifie autour de la capitale. L'armée soudanaise progresse dans Khartoum ces derniers jours, récupérant des positions aux forces de soutien rapide, groupe paramilitaire avec qui elle est en guerre depuis 1 an et demi. Les FSR, une nouvelle fois accusés de massacres contre les populations civiles. Selon un groupe d'avocats pro-démocratie cité par l'AFP, plus de 200 personnes ont été tuées en 3 jours dans l'attaque de 2 villages au sud de Khartoum. Le ministère des Affaires étrangères donne même un bilan 2 fois plus important et indique que des bébés ont été tués. L'ONU, par la voix d'un de ses porte-paroles, affirme avoir reçu, je cite, des rapports terrifiants selon lesquels des dizaines de femmes ont été violées et des centaines de familles forcées à fuir. Des milliers de personnes ont en effet pris la route ces dernières semaines essayant de traverser le Nil Blanc. Et ce matin, l'Union africaine a dénoncé dans un communiqué des crimes de guerre et crimes contre l'humanité incessants au Soudan, renvoyant les 2 camps dos à dos. S'ajoute aussi la crise humanitaire, la famine frappant une grande partie du pays. Nous voici en Équateur avec un président qui est en campagne. Oui, Daniel Noboa, élu en 2023, en lice pour un second mandat. Au premier tour, il y a 10 jours, il a devancé son adversaire de gauche de 20 000 voix seulement. Il promet la guerre aux narcotrafiquants dont la violence gangrène ce petit pays d'Amérique du Sud. Et lors d'une interview à la télé publique hier soir, il a donné ce chiffre choc. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30 000 millones de dólares. Les groupes criminels brassent chaque année 30 milliards de dollars en Équateur, explique le président sortant, soit un quart du PIB, de la richesse nationale du pays. C'est considérable. Un chiffre colossal de l'argent sale, évidemment, issu de la drogue, des armes et de l'exploitation minière illégale, détaille Daniel Noboa. L'Équateur est un des plus gros producteurs de cocaïne au monde, un port stratégique pour son expédition aussi, et un des pays où le taux d'homicide est le plus élevé au monde. Le second tour de la présidentielle équatorienne aura lieu le 13 avril. Enfin, nous sommes en Australie où il fait bon être une tortue. 265 000, c'est le nombre d'œufs pondus depuis novembre sur la plage de Montrepos, face à la pointe sud de la grande barrière de corail. C'est le lieu principal de nidification des tortues et c'est un record, ce chiffre, depuis les années 70. C'est une très bonne nouvelle puisque la kawan, que l'on retrouve dans tous les océans du monde ainsi qu'en Méditerranée, est une espèce classée comme vulnérable. Le tout alors qu'on sait que la biodiversité se porte mal dans cette région en raison du réchauffement climatique qui fait monter la température des océans. Alors comment expliquer ce baby-boom des tortues ? Eh bien les rangers chargés de veiller sur Montrepos pensent qu'elles ont trouvé de quoi manger permettant à plus de femelles de venir pondre. Et un spécialiste des tortues interrogé par le Figaro rappelle qu'en 1999, le gouvernement du Queensland a imposé aux pêcheurs d'utiliser des filets qui n'attrapent pas les reptiles et il faut entre 20 et 25 ans à une tortue pour être en âge de procréer. Faites le calcul, on y est. Alors attention, ça ne veut pas dire que les kawanes sont sauvés, mais voilà quand même un peu d'espoir. Et on sait que le paradis des tortues est donc en Australie. Exactement. On vous laisse partir sur les rythmes du monde. Clocks donne le tempo. C'est la rencontre surprenante entre les musiciens cubains de la Buena Vista Social Club et les Anglais de Coldplay. Rhythm del Mundo en chaloupe en ce début de soirée sur France Inter. Say
Clocks, Rhythm del Mundo sur Inter. Je peux vous dire que tout le monde bouge dans ce studio. Le Monde à 18h50, c'est avec Frédéric Saïs ce soir. How dare you? Christelle Rebière. Le 18-20. Frédéric, vous revenez sur les discussions en cours sur le futur de l'Ukraine et vous vous interrogez sur une institution dont on n'entend pas beaucoup parler ces temps-ci, c'est l'OTAN. Oui, mais où est donc passée l'OTAN, cette vaste alliance militaire qui rassemble 32 pays, pour l'essentiel européens et nord-américains? En théorie, ce devrait être l'un des cénacles incontournables pour évoquer la sécurité de l'Ukraine et celle de l'Europe. L'OTAN qui rassemble les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la grande majorité des États européens, c'est-à-dire les soutiens de Kiev, ceux qui ont donné armes et finances, ceux aussi qui, grâce à leur puissance militaire conjuguée, pourraient proposer des garanties de sécurité pour l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu. Or, non seulement l'OTAN est absente, mais elle est totalement contournée. Oui, observez où se passent les discussions en cours. D'un côté, les États-Unis en pourparlers avec la Russie depuis l'Arabie Saoudite. De l'autre côté, les Européens se coordonnent entre eux. Deuxième réunion de la semaine en ce moment même à l'initiative de la France, présent en visio, une vingtaine de pays, une partie de l'Union européenne bien sûr, mais aussi le Canada et la Norvège, 2 membres de l'OTAN, OTAN en situation de mort cérébrale, disait d'ailleurs déjà il y a 5 ans Emmanuel Macron. Bref, cette visioconférence ce soir ressemble à s'y méprendre à un sommet de l'OTAN sans les États-Unis, pourtant la première puissance de l'Alliance. Européens et Américains font chambre à part, Washington préfère agir seul, sans consulter le vieux continent. En témoigne la flopée d'injures ce soir de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky, qualifié de dictateur. Les Européens, gênés, regardent leurs chaussures. Adepte de la diplomatie solo, visiblement, Donald Trump considère que l'OTAN n'est pas une solution. Pas la solution et même le problème. Oui, Donald Trump reprend la rhétorique de Moscou selon laquelle c'est l'élargissement de l'OTAN, toujours plus à l'Est, qui a fini par provoquer la Russie et qui a donc causé la guerre en Ukraine. Dans une conférence de presse ce matin, le président américain a même laissé entendre que Kiev était responsable de ce conflit à force de vouloir rejoindre l'Alliance Atlantique. Des propos qui ont régalé Moscou. Moscou satisfait aussi que Trump exclut toute adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN. Alors pourquoi l'actuel président américain est-il si critique vis-à-vis de l'OTAN ? Alors il n'est pas le seul. D'ailleurs, Joe Biden lui-même avait rejeté l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance par crainte d'une escalade. Mais Donald Trump, effectivement, va plus loin. Depuis son premier mandat, il ne cesse de dénigrer l'Alliance Atlantique. Première critique, l'Amérique paye trop, l'Europe pas assez. Mais derrière cette critique, disons, financière, il y a aussi un désaccord plus politique sur le fond. L'OTAN repose sur 2 principes. 1, les décisions sont prises en commun par tous les alliés. Et 2, ils s'engagent à se protéger mutuellement si l'un d'entre eux est attaqué. Alors tous les autres, automatiquement, font parler les armes pour le défendre. Eh bien, ces 2 principes cadrent mal avec le Trumpisme. 1, la décision en commun, c'est non, l'Amérique d'abord, inutile de consulter les alliés. Et 2, la clause automatique de défense, c'est non aussi. Donald Trump veut conserver son côté imprévisible. Il refuse donc de se sentir tenu par des engagements inamovibles. D'ailleurs, au cours de son premier mandat, il avait menacé, souvenez-vous, de ne plus protéger les pays européens si ces derniers refusaient de payer davantage. Voilà qui a remis en cause l'idée d'une alliance militaire inconditionnelle. On ne fait pas mieux pour dévitaliser l'OTAN. Mais dans cette dévitalisation, les Européens ont aussi leur part de responsabilité. Bien sûr. Bien sûr, les Européens qui se sont assoupis sous le parapluie militaire américain. Il y avait l'idée que Washington serait toujours là, avec ses armes, avec ses troupes. Alors pourquoi payer pour des équipements militaires ? Assoupissement coupable, réveil européen urgent. Alors bilan actuel de l'Alliance Atlantique, désaccord sur le budget, sur les valeurs et sur les objectifs. L'OTAN, c'est un contrat de mariage où les partenaires ne se parlent plus et ne sont d'accord sur rien. Bon courage pour la suite. À demain, Frédéric, merci. Le mercredi, c'est le cinéma en VO avec Corinne Pellissier. Moteur. France Inter. And the Oscar goes to... Un jour dans le monde. The wise old queen taught me that I had a duty to live. De Kurt Cobain à Serge Gainsbourg, il est une référence pour beaucoup d'artistes, figure de la Beat Generation, célébrée dans le nouveau film de Luca Guadagnino. William Burroughs et son roman Queer, réputé jusqu'ici inadaptable, qui débarque au cinéma la semaine prochaine. Corinne Pellissier, vous nous expliquez ce soir pourquoi il ne faut pas louper ce film. Il est tiré d'un des tout premiers romans de William Burroughs, écrit juste après Junkie en 1953, mais publié beaucoup plus tard, au milieu des années 80.
à cause de son ambiance très sex, drogue, rock'n'roll qui passait assez mal à l'époque. C'est un récit à la dimension très autobiographique dont l'action se déroule à Mexico dans les années 50 autour d'un personnage, William Lee, incarné par Daniel Craig, qui traîne sa carcasse alcoolisée dans les bars de la ville à la recherche de sensations fortes. Sur le papier, la promesse est assez sulfureuse. À l'écran, le résultat est un peu plus sage que le roman, qui fait partie depuis longtemps des livres de chevet de Luca Guadagnino. On y retrouve son goût pour la sensualité, l'exploration du désir, des sentiments. Une œuvre majeure qui sait bien aussi dans la forme à son cinéma. J'ai trouvé ce livre dans une librairie de Palerme. J'avais 17 ans. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est à cause du nom de Burroughs. Ce nom avait quelque chose de très évocateur. Je n'y connaissais rien, mais ça a été pour moi comme un appel des sirènes. J'ai lu le livre et je suis resté sous le choc. J'ai découvert qu'il y avait une autre façon d'écrire un livre, d'utiliser la langue pour décrire une scène, une histoire. Dans mon panthéon, Burroughs occupe une place fondatrice. J'ai toujours rêvé, même petit, d'être réalisateur. Et le cinéma, pour moi, c'est surtout, d'abord, une question de forme. Lorsque vous tombez sur un livre comme celui-ci, vous comprenez comment créer un langage parallèle qui fonctionne aussi bien au cinéma qu'en littérature. Ce n'est pas la première fois que William Burroughs est adapté au cinéma. On peut citer Le Festin nu par Cronenberg ou Bertrand Mandico, Les Garçons sauvages, 2 films qui ont su saisir chacun à leur manière l'esprit de Burroughs, de la Beat Generation. Mais là où Guadagnino va plus loin, c'est dans l'exploration onirique de l'œuvre, un mélange de rêves, de fantasmes, d'hallucinations qu'il traduit à l'écran dans des fulgurances de formes, de couleurs vraiment très belles, dans un Mexique filmé comme un tableau. Le résultat est splendide, visuellement très original. Avec au casting Daniel Craig qui impressionne lui aussi dans un registre qu'on ne lui connaissait pas. Il est dans le film absolument méconnaissable dans le rôle de William Lee, séducteur rougeau, poisseux, héroïnomane, alcoolique, qui ne vit qu'à travers la prochaine dose de sexe ou de yagé, cette drogue hallucinogène qui va le conduire dans un road trip jusqu'en Amérique du Sud. C'est pas tellement la meilleure partie du film. Moi, j'ai trouvé plus intéressante la relation qu'il entretient avec le bel Eugène, un étudiant trouvé dans un bar gay, très fin, très élégant, son exact opposé. Daniel Craig dans le film n'a plus grand chose du James Bond qui remet ses boutons de manchette. Il a complètement cassé son image et se met à nu comme jamais. Il n'a pas eu peur d'exhiber d'ailleurs quelques parties de son anatomie dans des scènes qui suggèrent davantage qu'elle ne montre, mais quand même assez osées. La prestation est impressionnante et Luca Guadagnino ne tarit pas d'éloges sur son compte. Je ne pense pas que Daniel soit prisonnier de l'image de James Bond. Je pense que tout le monde a vu le grand acteur qu'il était. Et son charisme dépasse de loin les personnages qu'il a joués. Quand on a commencé à discuter du film, nous sommes d'emblée tombés d'accord sur le fait qu'on racontait une histoire d'amour, que Lee était certes une personne pathétique, mais aussi très tendre et très compliqué. C'est ce que le film devait montrer. J'ai toujours voulu travailler avec Daniel. C'est un acteur tellement incroyable. J'étais très enthousiaste. J'ai été touché par la profondeur de sa performance. Voilà, Luca Guadagnino, Queer au cinéma mercredi prochain, chaudement recommandé par Corinne Pellissier.